on a voulu, dans notre émission, s'arrêter sur une histoire qui nous prouve que les espions, c'est pas que dans les romans. Autour de la table, pour nous en parler, Thomas Misraki, du service international de LCI. Bonjour Thomas. Bonjour Magali. Sergueï Girnov est également Thomas. en direct avec nous, ancien officier du KGB, spécialiste en renseignement. Bonjour Sergueï. Le général François Chauvency, consultant géopolitique LCI, va pouvoir également réagir. Et Nivin Potros, bonjour général. Nivin Potros, comme chaque jour, est également avec nous parce que c'est vous qui allez nous raconter cette histoire. On apprend que les espions russes, encore aujourd'hui, sont partout chez nous et on apprend comment ils arrivent à atteindre nos frontières. Oui, c'est une histoire complètement folle qui commence, comme souvent, vous en doutez bien, dans les immeubles ultra secrets des services de renseignement russes qui se demandent comment envoyer des espions en Europe sans se faire prendre. C'est trop compliqué par les airs à cause évidemment des contrôles, c'est trop laborieux par la terre à cause des frontières. Reste la mer, c'est la faille dans laquelle s'engouffrent depuis quelques mois maintenant les Russes, car en mer, les autorités sont beaucoup moins regardantes sur les contrôles et puis surtout, les marins russes ont très bonne réputation. Selon un responsable de l'OTAN, les Russes dominent le secteur maritime, ce qui en fait une couverture idéal pour les espions de Moscou. Alors vous parlez non pas de bateaux de guerre, mais vous parlez des équipages civils sur les bateaux commerciaux, les tankers, les pétroliers, les portes containers. Exactement, les cargos, tous les navires commerciaux. De plus en plus d'espions se font recruter sur ces navires commerciaux avec d'abord de faux CV, mais également de faux documents. C'est le cas notamment de 2 faux marins russes qui ont été repérés par la presse britannique et dont le parcours, vous allez le voir, est quelque peu suspect. Le premier est repéré dans un premier temps à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg, jusque-là rien de surprenant, et puis à Kaliningrad où il se fait embaucher sur un navire étranger, navire qui prend ensuite la direction du Royaume-Uni. Il fait plusieurs escales, une première au port de Middelburg, ensuite une seconde à Grangemood, où ce marin en profite pour faire quoi ? Tout simplement pour visiter des sites stratégiques de carburant avant de rejoindre, pourquoi pas, finalement, pour un marin. Il rejoint ensuite la petite ville de Falkirk que vous voyez sur la carte, ville qui a été sélectionnée par le ministère britannique de la Défense pour y installer des futures usines d'armement, évidemment. Premier suspect, le deuxième, lui, il est d'abord repéré à l'intérieur de plusieurs bases militaires russes. Il embarque dans un cargo qui provient de Finlande et une nouvelle fois, il va où ? Il va au Royaume-Uni et plus précisément dans la ville de Luxor qui n'est autre qu'une zone militaire où les soldats britanniques forment les soldats ukrainiens. En février 2023, Volodymyr Zelensky s'était justement rendu dans cette base. C'est là donc qu'un faux marin russe, mais un vrai espion, était il y a encore quelques mois. Voilà pour les 2 espions russes, des histoires comme ça, il y en a d'autres. Oui, parce que finalement, le marin russe, c'est un peu la couverture idéale. On estime, ce chiffre, il est totalement édifiant, que 10% des marins dans le monde sont russes. Évidemment, tous ne sont pas... Encore une fois, je le dis, de la marine marchande. De la marine marchande, pas des militaires. 10% des marins commerciaux dans le monde sont russes, tous ne sont pas espions, mais selon ce même responsable de l'OTAN, de plus en plus d'entre eux sont approchés, évidemment, par les services secrets russes pour être recrutés comme marins. Leur rôle est tout simplement tester les ports européens et identifier les failles. Preuve, s'il en fallait encore une, que la guerre ne se joue pas que sur le front ukrainien, mais partout en Europe, dans nos ports. Merci Nivin Potros. Sergueï Girnov, vous êtes avec nous. Je rappelle à ceux qui l'ignoraient encore que vous avez été formé dans ces bâtiments qu'on a vus tout à l'heure là sur ces images
qu'on appelle les bâtiments de la Loubianka à Moscou, je crois, où on a formé des générations et des générations d'espions depuis bien avant Staline d'ailleurs. Vous avez été formé au KGB, vous avez même eu une mission en France qui était, je crois, d'infiltrer l'ENA à l'époque où vous étiez tout jeune officier, et puis ça a été la chute du mur et vous êtes finalement resté en France. Ça vous étonne qu'à moitié, j'imagine que pour pénétrer le continent européen, les Russes envoient finalement des faux marins qui travaillent dans les flottes des différentes marines marchandes et qui profitent d'arriver dans des ports européens pour prendre la poudre d'escampette et d'aller faire quelques photos, espionner des sites. Non, ça m'étonne bien évidemment pas du tout. Pour les bâtiments d'ailleurs, vous savez, le bâtiment de Lubyanka, c'était le siège du KGB, et en fait, le service de renseignement extérieur, c'est-à-dire l'espionnage russe, soviétique, se trouvait dans ce bâtiment seulement jusqu'à 1972. À partir de 1972, on a construit une sorte de centre qui se trouve au sud de Moscou, une sorte de Langley comme pour la CIA américaine. C'est là où j'ai travaillé. Ça s'appelle Yasenevo. Et bien évidemment, cette histoire ne m'étonne pas du tout, parce que déjà du temps de l'Union soviétique, ça se passait comme ça. À tel point que sur chaque bateau, il y avait une cellule du KGB. Une cellule du KGB qui était présidée, qui était dirigée par un officier de carrière. Ce n'est pas un agent, vous savez. On a toujours cette petite discussion un peu technique entre les Américains et les Russes. Les officiers de carrière qui sont dans les espions de carrière sont des officiers. Les agents, ce sont les personnes que nous recrutons, qui sont nos assets, les personnes que nous employons. Et donc ces marins, ça peut être les espions de carrière, c'est les gens qui viennent de Yasenevo, du service de SVR ou de la GRU, donc le renseignement militaire, la direction générale du renseignement militaire, ou ça peut être aussi les marins qui sont recrutés pour rendre service aux services spéciaux. Quand ces espions professionnels formés, où vous l'avez dit, dans le Langley de la Russie, embarquent dans un bateau russe à Kaliningrad, par exemple. Imaginons un porte-container ou un cargo classique. Bon, quand ils embarquent, tout l'équipage sait que ce sont des espions, qu'il va falloir qu'ils prennent la poudre d'escampette discrètement quand ils seront dans un port français ou un port anglais, ou est-ce que finalement c'est à l'insu de tout le monde, y compris de l'équipage? Comment ça se passe? Non, l'équipage ne le sait pas. La seule personne qui est au courant, c'est le capitaine. Le capitaine est absolument au courant de tout ça, parce que dans le monde entier, le capitaine, c'est le chef de bateau. Le capitaine, il est l'officier de l'état civil, il est l'officier de la police judiciaire. Donc en fait, c'est le pacha, c'est quelqu'un qui fait régner l'ordre sur son bateau. Lui, il est obligé de le savoir. D'ailleurs, lui, il est rarement ou quasiment jamais officier de carrière, ni même l'agent du FSB, du SVR ou du KGB. Alors attendez, bon, Sergueï, très bien. Donc le bateau part de Kaliningrad, il n'est pas forcément russe, mais il y a quelques Russes dans l'équipage. Il s'arrête à Bristol en Angleterre. L'espion, il débarque et il ne remonte pas. Il en profite pour s'infiltrer dans la société anglaise et il ne remonte pas nécessairement 3 jours après dans le bateau. Bien évidemment, quand je parlais de capitaine, c'est le capitaine d'un bateau russe. Oui, d'un bateau russe. Si c'est un bateau étranger, personne ne sait qu'il y a un espion russe à bord. D'accord. Donc en fait, il joue un clandestin. Il est non seulement sous la couverture, il est sous la légende. Donc on lui fournit des documents, des faux documents comme quoi il a eu la formation comme marin. Souvent d'ailleurs, ils sont obligés quand même de suivre cette formation parce que il faut qu'il soit crédible dans le métier de marin. Donc ils font les deux choses. Et donc c'est un clandestin qui débarque, qui embarque sur un bateau étranger et qui fait cette mission au risque et péril parce que il n'a pas de couverture diplomatique. S'il est pris dans ces activités d'espionnage, il va aller en prison en Occident. Et dites-moi, donc en général, il débarque et il ne réembarque pas. Il débarque et il va se retrouver sur le sol de la France, de l'Angleterre, que sais-je, de l'Allemagne, et il réembarque pas.
Ah si, il peut suivre son itinéraire sur le bateau. Il joue le marin. Ça veut dire qu'en réalité, il doit jouer sa légende d'une manière la plus crédible possible. Ça veut dire il a une carrière de marin. Ça veut dire il signe un contrat, et s'il a signé un contrat, il est obligé d'honorer les clauses de ce contrat. Donc si le contrat a durée déterminée, il fait la mission, et puis après il part en Russie. Ou sinon, s'il veut s'arrêter, ne plus repartir avec le bateau, à ce moment-là, il faut qu'il invente les causes qui peuvent rompre ce contrat. Sergueï, d'après vous, des marins espions russes arrivés sur des tankers ou des cargos, il y en a en France en ce moment, d'après vous? Bien sûr. Bien sûr, il y a des marins sur les cargos français. Il y a aussi un bateau russe qui circule sur les eaux françaises. D'ailleurs, il y a des activistes français qui veulent que la France chasse ce bateau. Et donc, il y a une histoire, vous pouvez la suivre sur Internet et dans beaucoup de publications en Bretagne, enfin dans tout le pourtour atlantique de la France. Bien évidemment, tous les bateaux étrangers où il y a les équipages russes, où il y a les marins russes avec les passeports russes, bien évidemment, parmi eux, il y a des espions, oui. Combien d'après vous, enfin je sais que vous n'avez pas accès à ces informations, mais combien y a-t-il en ce moment sur un pays comme la France, compte tenu de la tension diplomatique entre la France et la Russie, combien il peut y avoir d'agents russes opérationnels en ce moment en France? À mon avis, ça doit se chiffrer en dizaines, peut-être même en centaines de personnes. Donc ça n'a rien changé. Vous savez, les sanctions, tant qu'il n'y a pas les sanctions personnelles contre ces marins, et tant qu'il n'y a pas de règles qui régit l'interdiction aux marins russes de s'embarquer sur les bateaux étrangers, ils sont là. Thomas, alors c'est vrai que je disais, bon, c'est pas un roman. Parce qu'il y a cette fantasmagorie des espions, comme dans les années 60, on le voit dans les films, on le lit dans les livres. Il y a des espions partout encore aujourd'hui en Europe? Il y en a de plus en plus, c'est surtout ça. Sergueï, ici présent, nous expliquait que ces dernières années, Vladimir Poutine a doublé le nombre d'espions russes en France. Doublé. L'année dernière, une quarantaine a été expulsée de France, juste l'année dernière. Il y en a partout. Alors la France, évidemment, est concernée, mais pas seulement. Vous parliez de la Grande-Bretagne, c'est un nid d'espions. La nouveauté, véritablement, c'est que de plus en plus, les Russes opèrent un tout petit peu différemment. Il y a les espions, ceux que l'on imagine qui sont formés par le FSB et qui sont envoyés pour des missions très particulières, qui se retrouvent dans les chancelleries. Et puis, il y a de plus en plus d'espions jetables. Vous savez, ces espions que l'on va recruter pour des missions ponctuelles et qui font ça pour de l'argent, hein, ne nous cachons pas, et qui vont rapporter du renseignement. Moscou aurait perdu plus de 700 agents sous couvert de missions diplomatiques, 47 cas d'accusation d'espionnage en Pologne, 20 en Estonie ces derniers mois, 19 en Lettonie, 12 en Allemagne, 10 au Royaume-Uni. Il y a 70 à 80 espions russes qui seraient repérés rien qu'en Suisse. Il y a eu des scandales en Autriche. Au total, 130 personnes dans 12 pays européens opèrent des personnes dont on connaît l'identité, que l'on suit, etc. Oui, donc pour les autres, on ne sait pas, évidemment, hein, s'ils travaillent ou pas. Donc, c'est un véritable nid d'espions, l'Europe. Il y a un point particulier en Europe qui est vraiment infiltré par les Russes, c'est Bruxelles. Parce qu'il y a les institutions européennes, l'OTAN, etc., etc. Et là, c'était véritablement, je parlais de nid, mais un nid d'espions. Le patron de la DGSE avait accordé une interview exceptionnelle à Darius Rochebin, vous vous souvenez, cet été. Il